s'il y avait audit interne, c'est-à-dire ceux qui ont été dans le projet, s'il y avait audit interne, ça allait nous renseigner sur les responsabilités. On passe directement par audit externe. Mais quand vous mettez en place un projet, il faut qu'il y ait un audit. Vous ne l'avez pas fait. Merci. Et c'est fait à dessein. On ne peut pas accuser quelqu'un sans fond. Parce qu'aujourd'hui, le preuve, vous n'avez pas de tout le preuve matériel pour dire que bon, c'est le président de la République qu'on va arrêter. Violation de la Constitution. Ah oui, écoutez, que nous puissions avancer. Non, on n'avance pas. On recule. Ça ne sert à rien d'incriminer les gens sans le soubassement. Merci beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, nous devons faire comme l'audit est là. C'est ça, la justice. C'est ça, au lieu d'aller de voir tout ça. Au lieu d'aller voir tout le monde. C'était au mois de mars que vous pouvez même saisir. Vous auditez les sauts de moutons. Après, vous allez auditer les travaux des écoles. Après, vous allez auditer, mais ça, ce n'est pas un état. On fait l'audit de programme de 100 jours, pas de sauts de moutons. Si vous n'êtes pas informé, il faut être informé, hein, monsieur. Non, mais moi, je donne l'information. Il faut s'informer. Il faut s'informer. Moi, je donne cher Alain. Voilà. Et attendez la fin de l'audit. Et là, avec de preuves, on peut dire qui est coupable. Merci beaucoup. Le peuple a compris que nous sommes devant une aventure que le FCC et le CACH est en train de nous présenter, puisque que ce soit le plan de la gratuité de l'enseignement, ça ne produit rien. Que ce soit le saut de mouton. Vous dites quelle école vous parlez des écoles catholiques. Quelle école catholique? Je veux vous citer les écoles catholiques. Je prends l'école Montemampico jusqu'aujourd'hui. Montemampico jusqu'aujourd'hui n'a jamais reçu le frais de fonctionnement. Selon vous? Je crois que vous voulez vous faire plaisir et je suis désolé, je suis en train de dire au peuple congolais que M. Félix Tshisekedi n'a fait que de promesses irréalisables, n'a fait que de promesses non atteintes et aujourd'hui nous sommes en train de constater l'incapacité de ces gens qui sont en train de nous gouverner par défi et le peuple doit prendre ses responsabilités. Vision Plus TV, l'excellence et la rapidité. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette émission Réplique Débat. Après 2 mois de trêve, de silence, nous revenons aujourd'hui avec le même plaisir, avec les invités politiques, économiques pour analyser la situation de la République démocratique du Congo. Merci à vous pour la confiance. Nous avons reçu autant d'appels, autant de SMS, autant de WhatsApp pour nous poser la question pourquoi Réplique ne passait plus. Il y avait un petit souci technique. Nous revenons aujourd'hui avec le même plaisir sur les ondes de Vainqueur Télévision. Sur ces plateaux, j'aurai 3 invités. Un autre n'est pas encore venu. Donc, sur ces plateaux, j'ai déjà 3 invités. Nous allons parler de la nomination de nouveaux magistrats à la tête de l'appareil judiciaire. Nous allons voir est-ce que le président de la République a fait un bon choix. Est-ce que nous pouvons déjà parler de l'état des droits qui va se présenter déjà. Et aussi, la lutte contre la corruption avec ces nominations. Nous allons en parler. L'audit de la réalisation du programme des 100 jours des actions du chef de l'État. Déjà, la justice a saisi du dossier. Certains acteurs sont déjà convoqués à la justice pour répondre à certaines questions. 6 mois après la gratuité de l'enseignement, qui est le projet phare de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'en est-il des écoles, de la qualité de l'organisation? Nous allons en parler. Chacun des invités va donner son point de vue. Aussi, nous allons parler du budget de la République démocratique du Congo, 11 millions, et le plan de trésorerie qui parle de 5 milliards, 11 milliards, 5 milliards. Alors, avec les invités, nous allons en parler. Déjà, je vous présente Mathieu Takizala, qui est analyste politique et économique. Bienvenue. Merci, cher. Merci pour votre présence. En face de vous, vous avez Alain Bolodja, qui est coordonnateur des nouvelles classes politiques de l'opposition. Bienvenue. Merci en tout cas pour l'invitation. Voilà, c'est pour la toute première fois que nous puissions vous recevoir en 2020. Et nous avons également Blanchard Mongomba, maître Blanchard Mongomba, qui est cadre de Nouvel An et un des communicateurs de l'AMUCA. Bienvenue. Merci les cœurs Mouchipaï pour l'invitation. Bien sûr, moi aussi je vous remercie d'avoir respecté le rendez-vous et surtout répondre à l'invitation de réplique débat. Dièse, nous commençons avec les sujets de la nomination de magistrats. Maître Mongomba, vous avez suivi de nouvelles têtes qui aujourd'hui sont placées. Est-ce que nous pouvons dire que c'est un pas en avant pour Félix Tshisekedi qui place ces hommes
afin de lutter contre la corruption et de redresser un peu le pays en ce qui concerne la justice. Merci, Leker Mouchipaï, pour la parole que vous m'accordez. D'entrée de jeu, j'aimerais bien commencer par préciser qu'aujourd'hui, en tant que la MOUCA, lorsque nous débattons de toutes ces questions et nous voulons parler des institutions, notamment M. Félix Tshisekedi, en tout cas, je veux ici faire remarquer que la MOUCA, nous nous trouvons dans la position de la contestation parce que nous estimons que toutes ces institutions-là gèrent aujourd'hui par défi, toutes ces institutions gèrent en tout cas contre la volonté du peuple congolais parce que nous estimons qu'ils n'ont pas été élus. Qu'à cela ne tienne, puisqu'il s'agit de la gestion courante de la chose publique. Vous me posez la question de savoir si la nomination des magistrats ou mieux la promotion des magistrats pourrait apporter quelque chose dans le cadre de l'état de droit, dans le cadre de l'amélioration de la justice de notre pays. Je réponds directement par la négative. Donc je dis, les magistrats qui ont été promus, qui ont été en tout cas nouvellement promus, l'ont été par, en tout cas, une procédure ou une voie normale dans le cadre de leur exercice, dans le cadre de leur, en tout cas, profession, puisqu'il y a le Conseil supérieur de la magistrature qui a pour mission, entre autres, étudier le dossier de chaque magistrat pour voir comment le promouvoir par rapport à sa carrière, par rapport à en tout cas, l'efficacité, par rapport au profil tel que prévu dans le statut des magistrats. Mais dire que le fait pour un magistrat d'être promu, que cela peut changer ou peut faire améliorer la distribution de la justice dans un État, moi, je m'inscris en faux et je dis que c'est vraiment, en tout cas, réfléchir en ayant la tête en bas, puisque ce qui peut, à mon avis, faire changer ou faire améliorer la distribution de la justice dans un État, c'est d'abord, nous devons commencer par faire un état des lieux. Qu'est-ce qui fait que la justice ne fasse pas son travail comme il le faut? Qu'est-ce qui fait que le peuple, le bénéficiaire, les gens qui sont censés bénéficier de cette distribution de la justice ne se retrouvent pas? Il faut commencer par là, pour voir les conditions de magistrats, pour voir quelle politique mettre en place pour que cette distribution de la justice, pour que non seulement la population, mais également les auxiliaires de la justice que nous sommes, nous puissions sentir qu'effectivement, les juges ne sont pas soumis par les dictats de personnes, des hommes forts, mais plutôt par, en tout cas, l'orientation des lois, des textes de la République, puisque les lois de la République émanent du peuple et ces magistrats, comme la justice en République démocratique du Congo est rendue au nom du peuple, ils sont censés travailler au nom du peuple. Mais il s'est fait qu'il y a des magistrats. Je peux prendre un cas illustratif aujourd'hui. Le dossier Mike Moukebaï. Il y a la Cour constitutionnelle qui a rendu un arrêt, lequel arrêt casse la décision illégale du bureau de l'Assemblée provinciale qui a levé les immunités de l'honorable Mike Moukebaï. Eh bien, on arrive au niveau de la cour d'appel, il y a un président de cette cour qui s'oppose à l'exécution de cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Et je suivis même M. Godin-Pouy lui-même qui a dit qu'il ne va pas appliquer cet arrêt-là, il ne considère pas cet arrêt-là, puisque pour lui, Mike Moukebaï doit continuer à croupir en prison, doit continuer à souffrir là en prison. Alors, ça prouve à suffisance qu'il y a des hommes forts qui continuent à influer dans la manière de rendre la justice dans notre pays. Alors, pour vous, les conditions des magistrats dépend de la qualité de travail qui sera rendu par la justice. Non, condition, ça c'est autre chose, c'est un aspect, et c'est comme ça que nous parlons de réforme. De vraies réformes pourront certainement faire à ce que la justice, la manière de rendre la justice dans notre pays puisse s'améliorer, puisqu'il y a cet aspect-là des conditions de magistrats, ça existe, mais il y a également la politique, la philosophie, l'orientation que nous voulons donner à notre justice. Si nous continuons à avoir des hommes forts, conseillers de tel, directeurs de cabinet, tout ça, qui influent sur la manière de rendre la justice, la manière dont la justice doit être distribuée
construisez dans un pays, ça, même si vous apportez, vous améliorez les conditions de magistrats, sachez que ça ne va pas apporter le résultat que nous attendons tous. Et c'est ces résultats-là qui pourraient faire en sorte que nous puissions parler de l'état de droit. Le nouveau magistrat ne vous dit rien. Non, pour moi, je ne conteste pas la compétence, je ne conteste pas la qualité de ces magistrats. Je connais certains parmi eux, ce sont de personnalités de haute facture, ils ont une moralité, ils ont une compétence avérée. Mais le vrai problème, c'est qu'ils évoluent dans quel système? Ils évoluent dans quelle politique judiciaire? Donc le système n'a pas changé. Le système, pour moi, n'a pas Merci beaucoup. changé. Merci. Nous sommes dans le néo-kabylisme. Merci, Maître Mongomba. Je prends Monsieur Bolodja. Alain, vous êtes dans le même... vous partagez le même point de vue que Maître Mongomba? Bon, moi je crois que nous devons éviter de nous laisser emporter par des émotions. Parce que ce qui est vrai, un agent de carrière, quand il est promu, ça ne fait pas débat. En réalité, ce sont des magistrats qui ont toujours presté. Alors, si nous devons les apprécier, on doit d'abord commencer à évaluer ce qu'ils ont pu faire dans le passé, parce que parmi eux, il y a de ceux qui ont été fixés de doigt par rapport à la gestion de la justice. Je ne vois pas M. Félix Tshisekedi aller piocher dans son parti politique des gens qui n'ont aucune science, qui n'ont aucune maîtrise de la science du droit, qui n'ont pas presté, il les met. Non. Il a trouvé des gens qui ont eu à travailler, qui ont un passé. Et c'est sur base de leur bilan, c'est sur base de leur passé qu'on peut les apprécier. S'il y a de ceux qui font exception, mais ce qui est vrai, la justice ou l'appareil judiciaire congolais ne fonctionne pas normalement. C'est-à-dire qu'ils ont aussi le poids du passé. Ça pèse sur leurs épaules le bilan de la justice congolaise pendant toutes ces années. Alors, la question que moi je me pose, l'intentionnalité qui est cachée derrière les nominations. Parce que ce qui est vrai, nous sommes dans le contexte de la coalition. Ce qui veut dire, tous ces partages. Est-ce que la justice fait partie du butin politique que le pouvoir, l'ancienne opposition, ici représentée par M. Félix Tshisekedi, et l'ancien pouvoir représenté par M. Kabila, est-ce qu'il considère l'appareil judiciaire comme un butin ou c'est partagé? Vous avez certaines informations qui a eu de les partages? Non, j'ai dit, je me pose la question. Ok. Si ça entre dans le cadre du butin politique, c'est-à-dire que M. Félix Tshisekedi a consulté M. Kabila pour qu'il se partage le poste par rapport à la justice, eh bien nous sommes déjà mal partis. Ou si M. Félix Tshisekedi, considérant que pour asseoir son pouvoir, il doit avoir une justice ou un appareil judiciaire à son service, nous sommes aussi mal partis. Parce qu'en réalité, la justice, pour qu'elle fasse très bien son travail, elle doit être indépendante. Elle ne doit pas porter de couleur politique. C'est ça les débats. Parce que quand vous dites que M. Félix Tshisekedi voudrait imposer l'état de droit, sa vision pour lui permettre d'atteindre son objectif d'état de droit, c'est-à-dire que la question est biaisée. Cela sous-entend que M. Félix Tshisekedi voudrait avoir une justice à son service. Non, c'est pas ce que je dis. Alors, c'est-à-dire, le président de la République veut avoir une justice, comme il a l'habitude de dire, une justice pas de la présidence, mais une justice qui fait son travail comme il faut. La question est de savoir, est-ce que le promu peut vraiment ramener une nouvelle image de la justice congolaise? Oui, mais je crois que c'est ça aussi la vraie question. Il suffit seulement de nommer pour que nous espérions avoir une bonne justice. Non. Il faut prendre, comme l'a toujours dit Guy Rocher, qui est un sociologue, quand on est en face d'une question sociale, d'un fait sociologique, il faut dissocier les éléments structurels aux éléments culturels. Sur le plan structurel, la nomination entre dans la routine. C'est-à-dire que chaque année, chaque mois, chaque période, on doit changer les individus. Parce que les anciens magistrats étaient critiqués. Non, mais ceux-là qui viennent d'être traités de travailler de match avec le pouvoir. C'est ça la avec faiblesse. l'exécutif. Voilà pourquoi j'ai dit, sur le plan structurel, il y a ce qu'on appelle la circulation de l'élite. Ceux qui ont été là doivent être remplacés par d'autres.
Mais si vous prenez maintenant les éléments culturels, c'est là où maintenant on voit en termes de système de valeurs. Est-ce qu'il y a un déclic? Est-ce qu'il y a un élément nouveau qui s'est ajouté dans l'appareil judiciaire pour que nous espérions atteindre les objectifs escomptés? Parce que si on remplace des individus qui ont servi Kabila, qui ont été sous les jougs de Kabila, qui ont été caporalisés, pour avoir des individus qui seront au service de Félix Tshisekedi, pour asseoir son pouvoir, ce qui veut dire que nous sommes loin des sorties de l'auberge. Notre souci, c'est d'avoir une justice juste. Une justice juste passe par l'impartialité. Une justice juste passe par l'indépendance de la justice. C'est-à-dire... Avec ce nouveau promu dont ça peut marcher. Non, mais moi je dis, les individus passent, mais les idées restent. S'ils viennent avec les anciennes idées, ça ne change rien. Mais s'ils viennent avec une nouvelle idée, Maître Mongomba pas être au service de Félix Tshisekedi, mais être au service de la nation, Maître Mongomba parlait du système qui reste. Jusque-là, vous êtes d'accord avec lui? Non, mais effectivement, parce que le problème, c'est qu'on a changé la tête. Mais à la base, il y a toujours des problèmes. Prenez déjà au niveau des territoires. Nous sommes dans le cadre de la décentralisation. Avons-nous de magistrats dans tous les territoires? Non. Vous voulez rendre justice à Kinshasa? Non. Vous voulez faire comment je peux dire, le haute cour, comme si ce sont eux qui font que la justice? Non. Nous voulons avoir une justice qui n'a pas de couleur politique. Merci beaucoup. Si M. Félix Tshisekedi veut se donner une justice à son service, eh bien, il doit être déçu. Il doit se désillusionner parce que nous voulons avoir des juges qui peuvent juger même le président de la République. Je cite ici le cas de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est le juge naturel du président de la République et du Premier ministre. S'ils sont nommés et qu'ils sont caporalisés, ce qui veut dire que toutes les bévures qui peuvent être posées au niveau de la présidence ou de la primature ne seront pas sanctionnées. Nous voulons une justice juste. Merci. Mathieu Takizala, on parlait tout avant, bien que le président de la République a eu le pouvoir, mais on voyait toujours les anciens magistrats nommés par son prédécesseur Joseph Kabila qui régnait. Aujourd'hui, avec ces nouvelles nominations, on peut dire que la corruption, la politique de Félix Tshisekedi de lutter contre la corruption peut vraiment être placée pour mettre fin à cela. Cher Leclerc, le moment est venu, vous savez, la République démocratique du Congo a besoin d'avoir une justice forte. Parce que pour produire un État prospère où tout le monde va nous respecter, la justice doit être le premier instrument qui doit réguler la circulation des biens et des individus sur le territoire congolais. Et même l'occupation de postes quelconques dans l'affaire publique. Mais je pense que le changement des animateurs, lorsqu'une équipe de football ne joue pas d'une façon rationnelle, on change les gens pour qu'on puisse gagner. Je pense qu'il y avait raison de nommer les autres gens parce que tout le monde savait. Vous savez, à chaque fois, nous avons les raccourcis, nous les Congolais, en disant à quoi sert d'aller à la justice au moment où on sait que ces gens-là sont liés. La justice doit être indépendante et on doit donner aussi des moyens à cette justice. Parce que la justice, quand vous passez dans nos cours et tribunaux, vous allez voir même ce qu'on appelle le fameux secret d'instruction n'existe plus. Le magistrat travaille à 4, à 12, et ainsi de suite, dans un de pièces. Donc, il faut mettre des moyens à la disposition de ces animateurs que nous puissions vraiment produire ensemble. Alors, un homme politique ou un dirigeant qui va chercher à s'accaparer la justice, il va échouer parce que la justice, si vous faites comme si un objet, automatiquement, vous n'allez pas réussir. Vous allez voir que le bavire seront sur l'espace public. Mais je pense qu'aujourd'hui, concrètement, comme la République démocratique du Congo, on a besoin d'avoir un appareil judiciaire qui sanctionne et qui condamne. Donc, il faut laisser la justice libre. Il ne faut pas que ce soit un instrument comme un ping-pong où on va le tirer de gauche, on va le tirer de droite et au finish, qu'est-ce qu'on verra? Vous allez voir que l'immobilisme restera toujours sur l'espace de la République démocratique du Congo. Il y a beaucoup encore à faire sur l'appareil judiciaire. Est-ce que ce magistrat ne travaillera pas non plus pour plaire à Félix Tshisekedi? Non, le magistrat, qui les a nommés. C'est ce que nous disons. Si aujourd'hui, le président de la République va chercher que le magistrat travaille pour lui, ça ne sert à rien, il n'avancera pas. Si le magistrat aussi de leur côté, au lieu de faire que la justice puisse vraiment dominer en République démocratique du Congo, il faut obéir à la personne qui vous a fait nomination. Non, chers compatriotes, ce n'est pas tous les jours qu'on prenne des nominations comme ils viennent de prendre. Il faut qu'ils prouvent qu'ils sont
vraiment des acteurs pour que la justice congolaise soit vraiment une justice. Et s'il y a des choses qui manquent, il faut qu'ils le peignent aussi sur l'espace public. Parce que moi, en sachant, regardez même nos cours de tribunaux, il manque beaucoup de choses. Mon compatriote vient de préciser. Quand vous partez dans nos chefferies, hein, donc ces OPJ là, il faut leur donner des moyens. Rien n'est numérisé aujourd'hui. Donc il faut des moyens humains et financiers et matériels pour que cette justice-là puisse devenir vraiment l'appareil où tout le monde va avoir peur sur le temps de la République démocratique du Congo. Donc on peut dire que ces nominations sont juste une goutte d'eau dans l'océan. Non, il faut commencer quelque part. Ouais. Je pense qu'il faut commencer quelque part et nous disons à cette coalition, il ne faut plus faire le recette d'avant parce que ça n'a pas payé. Donc maintenant, cette fois-ci, les nominations sont là, mais il ne faut pas nommer quelqu'un sans provision. Merci vous beaucoup. le nommez et mettez des moyens à disposition de ces gens-là pour que la justice puisse faire son travail. Aujourd'hui, d'ailleurs, on parle déjà de la grève des magistrats, Maître Mongomba, qui veut dire que les magistrats ne sont pas très bien pris en charge par l'État et aujourd'hui réclament la majoration de leur enveloppe salariale. Est-ce que là, nous pouvons dire qu'il y a trop à faire? Non, mais le problème, ce n'est même pas que le magistrat réclame l'amélioration de l'enveloppe salariale. Le problème, c'est la dévaluation de la monnaie. Parce que ces magistrats, en tout cas, ici, il faut le dire, ils ont, à l'époque de Mouzito, ils touchaient pratiquement 2000 $. Mais aujourd'hui, que représente 2000 $ avec le même taux qu'ils touchaient il y a de cela près de 10 ans? Ils touchaient à 92 et aujourd'hui, c'est ces mêmes taux. En plus de ça, vous ajoutez ce qu'on appelle aujourd'hui c'est la dévaluation de la monnaie l'IPR qu'on est en train de ponctionner au salaire de ces magistrats-là. C'est ça tout le problème. C'est la même situation au niveau des professeurs des universités. Ça prouve à suffisance qu'il y a de sérieux problèmes. Nous devons nous mettre, en tout cas, autour de ces questions fondamentales, autour de questions de fond pour voir comment donner le déclic à notre pays. Nous ne devons pas rester dans les slogans « État de droit »,« le peuple d'abord », alors qu'en réalité, nous ne sentons pas qu'il y a une volonté ferme à vouloir faire à ce que les choses aillent de l'avant. Parce que, je l'ai dit ici, la nomination de magistrats ou la promotion de ces magistrats, c'est normal, ça entre dans le cadre normal de l'exercice de leur fonction. Les salaires des magistrats, c'est normal que ces personnalités-là aient leur salaire, mais à quelles conditions? Vous ne pouvez pas continuer à payer quelqu'un 100 $ à un taux de 96 000 francs congolais, alors qu'aujourd'hui, le dollar s'échange à 100, je ne sais pas moi, 180 000 francs ou 170 000 francs. Vous voyez, tout ça, ce sont des problèmes. Ce qui fait que pour espérer obtenir une bonne justice dans notre pays. C'est vrai, il faut voir les conditions de ces hommes en toge noire, donc voir les conditions de ces magistrats, mais également voir au niveau des structures, au niveau même de texte, comment nous devons faire pour que les choses aillent de l'avant, pour que ces magistrats ne soient pas soumis aux influences de personnalités des hommes forts des Comme régimes. on peut dire, ce sont les riches qui se retrouvent devant la justice. Ben, effectivement. Bien. Effectivement. Alors, c'est l'impression que cette justice... Alain Bolodja, on parle de l'audit de la réalisation du programme des 100 jours du chef de l'État. Une année après, on parle des 100 jours, mais certains éléments restent qui dérangent encore, qui inquiètent la population. Mais au niveau de saute-mouton, alors qui ne résume pas seulement les 100 jours, mais il y a des écoles qui sont construites, il y a certaines routes qui ont été réhabilitées, et certains hôpitaux et consorts partout dans l'étendue de la République. Mais le problème qui dérange les Quinois principalement, c'est le saut de mouton. Bon, avant... Est-ce que l'audit là peut dénicher, peut vraiment mettre à nu ou bien publiquement ceux-là qui travaillent à l'encontre de la volonté de la population congolaise? Avant d'y arriver, je voudrais insister sur un autre fait. Le mécanisme de recrutement des magistrats. Ça aussi, on en parle peu, mais ça fait partie du problème. Nous avons appris les années passées qu'il y aurait des magistrats qui n'ont pas fait le droit. Ok. Vous voyez, ce qui veut dire qu'ils ont Est-ce que tous ces magistrats ont été mis à l'écart? C'est ça aussi? Ce qui sous-entend, ceux qui sont appelés à nous juger n'ont pas cette qualité. n'ont pas rempli les critères. Ce qui sous-entend que nous sommes mal partis. Il y a un travail à faire là. Effectivement, nous avons besoin de réformes profondes, pas les sensationnelles. Et par rapport à la question de l'audit,
Ça aussi, il y a un sérieux problème dans ces pays. On est dans les analyses superficielles. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi voudrait auditer. On a commencé par interpeller les entreprises qui auraient gagné les marchés sans soumissionner. Le DG des Africas. Mais c'est ça la difficulté. Vous savez, ce que nous devons reconnaître, c'est que la chose la plus fascinante, ou l'invention la plus fascinante que l'homme a pu apporter dans l'humanité, c'est l'État. L'État, c'est une réalité complexe. Mais qu'est-ce qui fait que dans d'autres États, les choses évoluent normalement? C'est tout simplement parce qu'il y a des règles, il y a des limites, il y a des garde-fous. C'est ce que nous appelons la loi. La Constitution, notre Constitution dit, le président de la République est l'arbitre du bon fonctionnement des institutions. Ça, c'est ce que la Constitution nous dit, l'article 69, si je ne m'abuse. Et la Constitution dit, à l'article 91, que le gouvernement est le porteur du programme ou de politique publique. Et c'est ce gouvernement qui en est responsable devant le Parlement. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Nous devenons un État atypique, où aujourd'hui, tout le monde veut évaluer une action gouvernementale d'un président de la République. Mais nous n'avons pas de base, nous n'avons pas de référentiel. Comment peut-on évaluer l'action du président de la République dès lors que la Constitution ne lui confère pas le pouvoir d'émettre et d'exécuter un programme? C'est ce qui pose problème. Programme d'urgence. Vous savez, non mais c'est ça, c'est ça la vacuité, c'est ça la vacuité des pensées que nous constatons dans le chef de ceux qui soutiennent cette aberration. La Constitution est claire. C'est le gouvernement qui doit avoir son programme de gouvernance. Et ce programme doit être conçu au niveau du Conseil des ministres, où le président de la République est le président. Dès que c'est fini, ça passe du Conseil, ça va au niveau du Parlement. Dès que le Parlement adopte le programme, on investit le gouvernement. Lorsqu'il y a un gouvernement qui amène son programme de gouvernance, il y a le budget. Parce que ça se fait de manière séquentielle. Chaque année, il y a un budget. Qu'est-ce que nous avons constaté? M. Félix Tshisekedi ayant trouvé un gouvernement en place, bien que ce gouvernement expédie des affaires courantes. Est-ce que le débat c'est encore ça? Parce qu'aujourd'hui le débat c'est au niveau de l'audit. Non mais attendez, attendez. Vous voulez demander à qui d'aller auditer qui? On ne peut auditer que celui qui a une mission officielle. On ne peut pas aller auditer un directeur de cabinet. Parce que dans la charpente institutionnelle, le directeur de cabinet n'est pas gestionnaire. Est-ce qu'on vous a dit que c'est le directeur de cabinet qui est audité? Non mais attendez, est-ce qu'on doit me le dire? Tout le monde sait que c'est M. Kamere qui était l'un des coordonnateurs en chef. Il y a le coordonnateur. Alain Bolodjoa, on ne doit pas prêter une confusion, parce qu'il y avait un gouvernement, et un gouvernement, c'est les ministres des Finances de l'époque qui faisaient sortir l'argent, et après, il y a un autre qui est venu, j'espère bien, il a les rapports. Mais attendez, il a les rapports qui lui a été... S'il vous plaît, nous devons éviter de nous mentir mutuellement. Ceux qui suivent l'émission savent qui sont responsables. Moi, j'ai lu le document. Il y a d'autres rapports qui ont été publiés. Le document est intitulé « République démocratique du Congo, présidence de la République, le programme d'urgence des actions pour les 100 premiers jours du président de la République ». Où est la responsabilité du gouvernement dès lors que le président de la République a procédé pratiquement il a récupéré le pouvoir constitutionnel qui est reconnu au gouvernement, il a posé des actes en tant qu'un gouvernement. Donc, le président de la République, selon vous, le président de la République ne peut pas mettre en place un programme d'urgence? Non, nullement. Il faut nous donner la référence parce que l'organisation sociétale s'est faite au niveau de la Constitution, au niveau de loi. Aujourd'hui, la difficulté que nous avons, c'est quoi? M. Félix Tshisekedi, d'abord, il a été surpris d'apprendre qu'on aurait érigé un seau de mouton au niveau des Sosimat. Ça, c'est une aberration. Vous êtes informé? Qui vous a dit ça? Non, mais moi, j'ai la vidéo. Il est informé. Non, mais il a été surpris. Il dit, je n'ai jamais été d'accord qu'on érige un seau de mouton à ce niveau. Ça, c'est trop grave. Et puis, deuxièmement, il dit, il faut bien transmettre ce que le président. Non, mais moi, je m'assume. Il n'était pas d'accord qu'on érige. Il n'a pas dit qu'il était surpris. Non, mais il n'était pas. Parce qu'il passe l'âge à tout moment. Non, mais attendez. S'il n'était pas d'accord, qui a conçu le programme? C'est l'institution président de la République. Qui a ordonné? C'est son directeur de cabinet. Alors, pour vous, vous n'êtes pas d'accord de l'audit? Non, mais moi, je dis, ça, c'est une forme de farce. On veut nous distraire. La responsabilité aujourd'hui incombe d'abord à M. Félix Tshisekedi,
qui s'est permis de prendre les compétences qui sont dévolues au gouvernement et de donner à son directeur de cabinet. Le directeur de cabinet n'est pas reconnu comme un gestionnaire. Il n'est qu'un simple assistant. C'est le directeur de cabinet qui faisait sortir l'argent à la caisse de l'État. Non, mais attendez. Parce qu'il y avait un ministre de Finances démissionnaire qui ne pouvait plus engager l'État dans le programme. S'il y avait effectivement un ministre démissionnaire, ce qui veut dire qu'il y avait aussi un gouvernement démissionnaire. Alors pourquoi s'est intitulé là la présidente de la République? Parce qu'il y avait un gouvernement. Vous voyez? Un gouvernement démissionnaire. Non, mais effectivement, le gouvernement était démissionnaire 10 jours après la démission. Pendant que M. Félix Tshisekedi avait commencé, il a commencé ses fameux programmes prophétiques au mois de mars. Il y avait un gouvernement qui avait le pouvoir plénier. C'est ce même gouvernement qui a procédé par la contre-signe pour nommer les mandataires publics. Ce qui veut dire qu'on veut construire un mensonge. Et moi, je ne suis pas consommateur d'un tel mensonge. Ce que nous voulons, il faut que les responsabilités soient établies. On ne doit pas auditer le programme de... Donc la bonne volonté du président de la République... Non, il a violé la loi, il a violé la Constitution. On ne peut pas parler de bonne volonté. Voilà. Vous n'avez pas non plus donné les références constitutionnelles. Alors, non, mais j'ai donné l'article 91. J'ai donné l'article 68. Alors, Mathieu Takizala, l'audit du programme de 100 jours du chef de l'État, Alain Bolodjoa, dit que c'était pas mieux placé pour le président de la République. Non, on ne va pas revenir en arrière parce qu'il faut avancer. Parce que la République, il y a beaucoup de priorités actuellement pour qu'on puisse avancer. Et je sais très bien qu'il y a une gestion collégiale au niveau de la coalition. Les débats que Bolodjoa veut nous engager, c'est un peu archaïque, si on peut le dire. Oui, on arrive à avancer en République démocratique du Congo parce que si on tape les uns les autres, ça ne passera pas. Le problème est qu'il y a eu beaucoup de couacs sur le commandement de ce fameux projet de 100 jours. Il y avait besoin pour qu'on relance un peu cette économie et puis la frustration de la circulation urbaine dans la ville de Kinshasa. Mais maintenant, moi, je suis parmi ceux qui ont demandé qu'on puisse avoir une audit indépendante avec des experts, pas que ce soit uniquement dans l'aspect politicien de la chose, mais des experts qui vont nous montrer qu'est-ce qui a fait que la durée qui a été prévue, qui n'a pas été respectée, parce qu'il y a des énormes manques à gagner au niveau de la ville de Kinshasa, l'économie est frustrée, la population n'arrive même pas à vaguer comme ça devait être. Maintenant, aujourd'hui, comme on dit qu'il y a des gens qui sont déjà devant le cours et tribunaux, ils doivent restituer ce qu'ils ont pris parce que cet argent n'appartient pas à un individu, c'est l'argent du trésor public. Et c'est ce que les gens qui sont au pouvoir doivent comprendre. Quand on arrive sur les espaces publics, nous devons dissocier le bulletin de paye, votre contribution et monument mensuel, que l'argent des compatriotes congolais. Maintenant, l'audit, il doit y continuer. Et j'ai vu que le gouvernement actuellement, il va injecter encore de l'argent pour qu'on ne reste pas stagné. Mais il ne faut pas que ça soit, il faut qu'on attende encore 3 mois et puis après 3 mois, on va savoir que c'est bloqué. Non. Tous les semaines, il faut évaluer. Tous les semaines, il faut évaluer. Donc ces entreprises... La justice fait déjà son travail. Donc oui, mais la justice doit faire son travail. Il est là. Nous parlons ici pour que ça avance et l'appareil judiciaire aussi doit saisir de cette opportunité. Parce que ce n'est pas normal. Et quand les gens commettent des infractions sur l'espace public, personne ne le sanctionne. Il faut que la justice ouvre des enquêtes concernant cette histoire des sauts de moutons. Mais en dehors des sauts de moutons, il y a des réalisations qui ont été faites. Il y a par exemple 139 écoles construites. Là, c'est ce qu'on dit. Il faudrait... C'est un rapport de Beseko, maître de... Oui, mais... maître d'ouvrage. Non, mais maintenant, le problème, c'est quoi? Vous savez qu'aujourd'hui, la démographie congolaise, c'est que nous avons besoin des déficits dans tout le secteur de la vie. L'école, le logement, le transport, l'électricité, ainsi de suite. Je veux dire, ces programmes d'urgence, moi j'ai toujours dit qu'il faut un programme de relance. Donc il faut un plan de relance de la République démocratique du Congo. Parce que comme nous manquons de tout, regardez Kinshasa. Pourquoi il y a des embouteillages d'abord? Nous avons que l'unique zone industrielle qui est devenue zone doctoire, limitée, liée des kilts, ainsi de suite. Il n'y a pas un bout d'industriel. Et sur le territoire, c'est pareil. L'exode est devenu règle sociétale dans ces pays. Le bidonville, n'en parlons pas. Donc, je veux dire, il faut un plan. Et ce plan doit être imaginé. Moi, j'ai toujours dit, il ne faut pas que ça soit dans la logique de loi bourrienne. Vous savez, la logique de loi bourrienne, c'est quoi? C'était uniquement les politiciens. Et on n'associe pas les autres acteurs. Pour qu'on puisse réfléchir, chercher de l'argent pour mettre cette population en mouvement.
Maintenant, les écoles ont été. Donc, ce plan-là doit être évalué. Et les enquêteurs, ceux qui auditent, doivent être clairs à nous dire aujourd'hui qu'est-ce qui a été construit, qu'est-ce qui n'a pas été construit. Et qui a pris l'argent, et l'argent sortait d'où, et ça partait sur quel compte. Comment c'est tout? Parce qu'il faut que ceux qui nous dirigent comprennent qu'on vient au pouvoir pour faire avancer les choses, pas pour stagner. Okay. Parce que le pays a besoin vraiment de réformes sérieuses. Mais déjà, cette bonne volonté ou bien cette vision de mettre en place un audit, ça sous-entend qu'on veut, on veut vraiment d'un état de droit. Si quelqu'un a détourné l'argent de l'État, le bien de l'État, qu'il soit déféré à la justice. C'est normal. Vous ne pouvez pas chercher à être leader national et ne pas faciliter les choses. Donc, lorsque vous voyez que ça bloque, il faut faciliter que la justice puisse faire son travail et qu'on sanctionne ceux qui sont condamnables sur l'espace public. Donc, le président de la République aujourd'hui, je pense qu'il faut faire des choses. Moi, j'ai toujours dit qu'il doit prendre des mesures impopulaires parce qu'il faut réformer la République démocratique du Congo. Il faut le réformer de fond en comble. Et je lui demande même de baisser les éminements des gens. Parce qu'il y a 40%, parce que nous, les entrepreneurs, jusqu'à aujourd'hui, on ne trouve même pas de l'argent. On a du mal de financer l'économie congolaise. Merci beaucoup. Donc, il faut faire de sorte que la République puisse avancer parce que notre population est dans la rue. Maître Mongomba, votre point de vue par rapport à cet audit? D'abord, le cœur, mon point de vue, je commencerai par faire remarquer à ces peuples le vrai propriétaire de la chose publique, le vrai propriétaire de la République, que l'état de droit que nos amis nous chantent tout le temps, c'est un échec. Le slogan, le peuple d'abord, le peuple de l'art, le vrai peuple est en train de constater plutôt que c'est de l'escroquerie pure et simple. Donnez-nous les éléments. Les éléments. Alain Bolodjoa vous a parlé sur le plan de la forme, puisque nous parlons de saut de mouton. Nulle part dans la Constitution de la République, nulle part dans aucune autre loi, il a été prévu qu'il y ait un programme du président de la République. Un programme d'urgence. Mais l'urgence, puisque vous parlez d'urgence, quels sont les éléments qui attestent qu'il y avait effectivement urgence? Quels sont ces éléments? Puisqu'il y a des conditionnalités. Le gouvernement en place n'engage plus il y a des conditionnalités le gouvernement en place n'engage plus les dépenses. Accompagnent justement la notion de l'urgence. Parce que lorsque vous parlez du gouvernement parallèle, Alain l'a dit ici, il y a les ministres qui ont signé les documents, par exemple pour la nomination de mandataires et autres. C'était ce même gouvernement démissionnaire. Mais qui fait défaut jusqu'aujourd'hui. Non, mais le problème... Ça fait défaut. Le problème, c'est qu'il y avait violation, parce qu'il faut le dire. Si ça ne marche pas, si ça fait défaut, c'est parce que les gens, justement, comme je l'ai dit à mon introduction, qui ont chanté l'état de droit ici, n'ont pas compris qu'il fallait respecter le principe de l'état de droit, respecter les dispositions constitutionnelles. Donc, puisque ça fait défaut, il faut comprendre même que le gouvernement qui était en place n'avait pas tout le pouvoir d'exécuter les programmes, le budget de l'État. Il faudrait que le président de la République... Le gouvernement, si seulement il fallait exécuter ces programmes-là à cette période-là, la compétence ne revenait pas au président de la République ou à la présidence de la République, s'il faut les considérer comme ça, mais c'est plutôt au gouvernement. Démissionnaire soit-il. Parce que ces gouvernements-là, je veux prendre un cas, puisque ici nous parlons aux Congolais qui nous suivent. Lorsqu'il y avait compétition, je crois, Cannes au niveau je ne sais pas, c'était en Égypte ou quelque part. C'est ce même gouvernement démissionnaire-là qui engageait les dépenses qui avaient accompagné l'équipe nationale à la Cannes. On ne pouvait pas dire que non, puisque le gouvernement est démissionnaire, on ne va pas jouer, on ne va pas participer à la compétition, attendant que le gouvernement qui sera investi arrive, comme ça nous allons aller à la CAN. Donc c'est pour montrer qu'il n'y avait aucune condition qui atteste ou qui attestait à cette époque qu'il y avait urgence. C'était juste une escroquerie. Les gens voulaient remplir les poches, les gens voulaient s'accaparer de cette initiative simplement pour échapper au contrôle. Alors maintenant, puisqu'aujourd'hui à l'audit, on peut dire que ça vient pour résoudre cette irrégularité s'il y a des gens qui ont travaillé pour prendre l'argent de l'État et mettre dans leur poche. C'est de la poudre aux yeux. Le Cœur Moutipa. C'est de la poudre aux yeux parce que aujourd'hui,
nous le savons. Il n'y a même tous. pas une bonne foi, une bonne volonté du président de la République. Bonne foi, nous pensons que nous allons les remarquer avec l'initiative de notre ami qui a pris une motion qui a interpellé justement le directeur de cabinet, puisque les gens doivent aussi comprendre que sur base de l'article 138, si je bonne mémoire de la Constitution, le service qui accompagne l'institution président de la République, c'est un service public dans le cadre de cette disposition, article 138 de la Constitution. Donc, sur base de cette disposition-là, le directeur de cabinet est aussi fait partie des services publics et par conséquent, il est appelé à répondre justement à ces questions orales avec débat, puisque nous devons ici les dire, il ne faut pas s'en cacher. C'est lui qui a géré ces fonds. Monsieur Kazadi, je ne sais pas si je veux me tromper, a fait une note, parce qu'on l'a cité que c'est lui qui était le coordonnateur de ces projets. Il dit, je n'étais là que comme représentant, mais le projet était coordonné, le vrai patron c'était le directeur du cabinet. Et il dit, ni les finances, je ne voyais pas où ça passait, je n'étais ni en contact avec l'OVD. Donc ici, messieurs, le directeur de cabinet. Vos sopésadors, aujourd'hui, le président de la République a voulu que la situation puisse être plus claire et aider également la population à mieux comprendre que l'argent de l'État n'est pas là pour construire des immeubles, remplir ses poches, mais pour faire le travail. Messieurs Leker Mouchipai, puisque j'ai entendu même Mathieu Takizala parler de il y a beaucoup de priorités, on doit avancer, nous ne devons pas revenir dans ces choses-là. La priorité ici, c'est l'état de droit. La priorité, c'est l'état de droit. Or, l'état de droit, qui dit état de droit, doit nous amener à comprendre, avant de commencer par interpeller ces entreprises-là, nous devons commencer par savoir qui en était ou qui avait la compétence d'attribuer ces marchés-là à toutes ces entreprises-là. De gré à gré d'ailleurs, ça n'a pas respecté les conditions de marché public, de passation de marché public. Alors, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Qu'est-ce que le président de la République peut faire? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est toujours intéressant de voir les enquêtes aller jusqu'au bout, aboutir pour que les responsabilités sur le plan formel, sur le plan de la justice soient établies. Mais aujourd'hui, nous savons tous que le projet a été piloté par les services de la présidence de la République. Et ici, c'est M. Kamere qui est visé, qui est clairement cité par M. Kazadi et tout le rapport que c'est lui qui coordonnait ces projets-là. Et aujourd'hui, nous pensons que l'initiative que nos amis au niveau de l'Assemblée nationale, je crois que c'est un député qui a pris cette motion-là, messieurs, doit venir pour nous donner toutes ces précisions-là. Vous savez, ici nous parlons que de sauts de moutons, mais il y a encore une affaire de 55 millions de dollars par rapport aux maisons qui devraient être construites par des préfabriqués pour le militaire. Ça, on n'en parle pas. 55 millions de dollars. Donc, il y a eu de l'argent dilapidé, l'argent du peuple congolais qui a été géré comme si on gérait, en tout cas, ses poches. Monsieur Sélé Agouli nous a dit, pour trouver le dossier, ces dossiers de fameux sauts de moutons, il fallait aller à la présidence de la République. Alors que le dossier de financement, le dossier devrait être sur la table de celui avec qui il a fait la remise et reprise. Mais là, moi, je pose une question. Moi, je pose une question. Je ne sais pas, tout le monde, si tout le monde peut également répondre. Est-ce que là, ce n'est pas le directeur de cabinet du chef de l'État, M. Vital Kamerhe, qui a mis les bâtons dans la roue afin que Félix Tshisekedi, le président de la République, soit aujourd'hui vu comme quelqu'un qui ne fait pas bien son travail par rapport à ce que la population entendait de lui. Bon, ça c'est un raccourci. Le directeur de cabinet n'est qu'un simple assistant. Il travaille sous l'influence de son chef. Et son chef incarne une institution. On ne peut pas nous dire aujourd'hui, le directeur de cabinet, c'est vrai qu'il a une part de responsabilité. Mais qui en est l'auteur de ces documents? C'est la personne qui a engagé la République, c'est-à-dire M. Félix Tshisekedi. Nous devons savoir que la Constitution a voulu à ce qu'il y ait fractionnement de compétences pour qu'il y ait la possibilité de contrôler. Alors, tenez déjà, par rapport à l'organisation. On n'a pas fait de bonnes études de faisabilité. On lance la République
dans des projets qui continuent à tâtonner. Selon vous. Non, on lance. Non, effectivement. Dans Selon la vous, programme. il n'y avait pas une étude de faisabilité. Non, mais l'étude n'était pas sérieuse. L'étude n'a pas démontré, n'ont pas été concluantes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des tâtonnements. La Constitution vous dit, c'est ça maintenant l'état de droit. L'article 165 de la Constitution. Apparemment, vous ne répondez pas à ma question. Non, mais j'ai répondu. J'ai dit que la responsabilité incombe à la personne qui a porté la responsabilité de nous amener dans cette bourde. Alors, moi, je suis au niveau de l'exécution. Parce qu'ici, lorsqu'il y a l'audit, on fait l'audit par rapport à l'exécution. Cher ami, on ne fait pas l'audit par rapport à la violation. Non, mais c'est ça la faiblesse. Non, moi, je vous pose la question. Non, mais vous me posez la question, je vous donne la réponse à ma manière. Ce qui est vrai. Nous voulons apporter une solution, nous voulons amener un traitement symptomatique. Vous ne voyez que le saut de mouton. Moi, je vous dis, il y a une violation flagrante de la Constitution. C'est ce qui a engendré la violation du programme de 100 jours. Et vous voulez vous attaquer au programme de 100 jours. Mais lorsque vous allez apprendre... Aujourd'hui, c'est exécuté déjà, le programme est exécuté. Attendez, si le programme est l'exécution, on est un peu à côté de la plaque. Non, mais c'est ça. On est un peu à côté de la plaque. Non, vous voulez nous amener dans votre philosophie. Mais ce qui est vrai, lorsqu'il y a violation intentionnelle de la Constitution, la personne doit être sanctionnée. Et puis deuxièmement, c'est ça, à cause de sa violation de la Constitution qu'on a mis à la place publique 488 millions de dollars de l'État, des contribuables congolais qui ont été mal gérés. Merci Alors beaucoup. ne nous amenez pas dans ce débat. Et un autre élément, voilà. L'article 165 de la Constitution a tranché sur cette question. Lorsque le président de la République s'ingère dans ce genre de dossier, il doit être traduit devant la Cour constitutionnelle. L'Assemblée nationale et le Sénat doivent se réunir en congrès pour les traduire en justice. Ça, c'est l'état de droit. Mais ne prenez pas le directeur général de Safricas, vous les sanctionnez. Mais qui a reçu le marché des 65 millions de dollars pour la modernisation du port de Calémie? Vous voulez traiter d'abord le cas de ceux de moutons, et quand on va relancer la problématique de 57 millions de dollars pour 1500 logements sociaux, il ne s'agit pas des maisons des militaires, mais les logements sociaux. 300 à Maluku, 300 au Bas-Congo, au Congo central, 300 à Kananga, 300 à Mbujimaï, 300 au sud Kivu. Il y a eu détournement de fonds publics. Et vous voulez rester seulement sur le saut de mouton. La personne à condamner et à sanctionner, c'est d'abord M. Félix Tshisekedi. Si lui va citer des noms, eh bien on va commencer. Et en principe, l'audit interne. Apparemment, vous avez un point particulier avec l'audit interne. S'il y avait audit interne, c'est-à-dire ceux qui ont été dans le projet, s'il y avait audit interne, ça allait nous renseigner sur les responsabilités. On passe directement par audit externe. Mais quand vous mettez en place un projet, il faut qu'il y ait un audit. Vous ne l'avez pas fait. Merci. Et c'est fait à dessein. Merci beaucoup. Alors, nous clôturons avec vous. Je vais essayer un peu d'expliquer mes deux compatriotes qui sont en face. Expliquez à M. Félix Tshisekedi. Non, écoutez, mais non, parce qu'on est en train d'échanger. Et puis, ceux qui sont à la maison, ils sont en train de nous comprendre. Le problème, c'est quoi? On ne peut pas accuser quelqu'un sans fond. Parce qu'aujourd'hui, le preuve, vous n'avez pas de tout le preuve matériel pour dire que bon, c'est le président de la République qu'on va arrêter. Violation de la Constitution. Ah oui, non, écoutez. Qui a présenté à l'IMT devant les parlementaires debout le fameux programme? S'il vous plaît. Qui a autorisé le décaissement de fonds? S'il vous plaît, Alain Bolodia, vous avez parlé. En fait, il ne faut pas faire ce que vous êtes en train de faire. Faisons de sorte que nous puissions avancer. Non, on n'avance pas. On recule. Ça ne sert à rien d'incriminer les gens sans le soubassement. Merci beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, nous devons faire comme l'audit est là. C'est ça, au lieu d'aller voir tout ça. Au lieu d'aller voir tout le monde. C'était au mois de mars que vous pouvez même saisir. Vous auditez les sauts de moutons. Après, vous allez auditer les travaux des écoles. Après, vous allez auditer, mais ça, ce n'est pas un débat. On fait l'audit de programme de 100 jours, pas de sauts de moutons. Si vous n'êtes pas informé, monsieur Alain Bolodia, il faut être informé, monsieur Bolodia. Non, mais moi, je donne l'information. Il faut s'informer. Il faut s'informer. Moi, je donne cher Alain. Et attendez la fin de l'audit, et là, avec de preuves, on peut dire qui est coupable. Merci beaucoup. On fait pas alors, dire, arrêtez de faire des émotions, ce que c'est pas nous bon. attendons, c'est que le peuple attend ici. Parce que le principe de l'article 91 de la Constitution, c'est que c'est le gouvernement qui
met en machine le programme du gouvernement et par rapport à ça, il en est responsable devant la représentation nationale. Si ça échoue, c'est le gouvernement qui, en tout cas, incombe la responsabilité en cas de sanction. Mais maintenant que c'est la présidence de la République qui avait engagé la République dans cette aventure, moi je soutiens ici l'initiative de messieurs, je crois l'honorable Jean-Jacques Mamba, messieurs Kamere qui est le directeur du cabinet au niveau de la présidence, ici la présidence est considérée comme service public, il doit répondre au niveau de l'Assemblée nationale pour que leurs responsabilités soient établies. Comme messieurs, son chef n'est pas est irresponsable devant l'Assemblée nationale, il aura des sanctions au niveau pénal, c'est-à-dire au niveau de la Constitution. S'il y a le détournement, c'est confirme. Il y a possibilité justement que nous puissions aller jusqu'au niveau de la Cour constitutionnelle avec l'article 167 avec les programmes pour que les responsabilités soient établies, pour qu'il soit... même 3, 4, 5 minutes. Alors, avec le projet de 100 jours de cette réalisation, on parle de réalisation du programme de 100 jours, il y a la gratuité de l'enseignement qui aujourd'hui est appréciée par les parents. Aujourd'hui, l'enseignement primaire est gratuit. Et au niveau de secondaire, il n'y a plus le 400-500 $ qu'on payait, le frais de motivation. Aujourd'hui, il y a le frais de motivation sont supprimés. Là, on peut dire ça fait également partie du programme des 100 jours du chef de l'État qui est aujourd'hui appliqué par le gouvernement actuel. Là, c'est une réussite. Moi, je vais aller au-delà Vous n'avez que 30 secondes. Oui, 30 secondes. Nous sommes en train d'avancer déjà vers la révision, vers le budget rectificatif. Donc ça prouve à suffisance que la République n'a pas de moyens pour mobiliser de manière à combler. Nous sommes en train d'avancer vers ça puisque le plan de trésorerie, d'ailleurs, il y a beaucoup à dire par rapport à ça, mais malheureusement, vous nous dites que nous n'avons que 30 secondes. Je pourrais peut-être revenir à l'émission prochaine. Donc je veux ici dire que le budget va subir, au lieu d'avoir 11 milliards, nous allons avoir certainement 5 milliards pour toute une année. Ce qui fait que... Selon quel principe? Selon quel principe? Mais la capacité mobilisatrice. Vous avez le ministre de Finances qui vous fait un plan de trésorerie. Le principe, c'est que ça doit s'étaler sur 3 mois. Mais lui, il est allé au-delà en présentant une année. Il a présenté une année. Donc ici, 6 mois. Le document que moi j'ai vu, ça parle de une année. Donc, il a pris une année, il dit, au lieu de 11 milliards, on aura 5 milliards 600 et quelques millions. Donc, déjà, lorsque, à l'époque, nous disions que le budget était irréaliste, on ne croyait pas... Est-ce que le budget, s'il vous plaît, prendre en charge toutes les promesses dont la gratuité de l'enseignement faite par M. Tshisekedi. Maître Mongomba, le plan de trésorerie est très différent avec le budget. Le budget. Mais c'est un mécanisme d'application. Le problème, il ne faut pas amener la population à une confusion. Parce que le budget, pour modifier le budget, il faut rentrer au Parlement. Ouais, mais ça, c'est un mécanisme d'application. Vous me laissez le temps. Je vous ai dit que nous sommes en train d'avancer vers la révision, vers ce qu'on appelle le mécanisme de la rectification. Parce que la trésorerie, c'est quoi? C'est la caisse. Et la caisse, le ministre de Finances a constaté que nous n'avons pas le moyen qui ont été prévus dans le cadre de ces budgets. Ce qui fait que dans son plan de trésorerie, il montre que la caisse, l'argent que j'ai, voilà, c'est que ça peut couvrir en termes de dépenses. Ce qui fait que, comme la loi a été déjà votée, les députés sont appelés en principe à revoir ces budgets-là. Et d'ailleurs, ça peut amener plus loin, jusqu'à ce que le gouvernement démissionne. Parce qu'on n'est qu'à 2 mois, le ministre de Finances, techniquement, il prouve que le 11 milliards que, au niveau, le gouvernement avait démontré qu'il allait mobiliser en faisant endosser ça au niveau de la représentation nationale, le ministre des Finances a constaté 2 mois après qu'il n'en est pas le cas. Donc on ne sera pas... Il y a un problème de mobilisation de ressources. Ce qui fait qu'il est allé sur ce plan-là de trésorerie. Donc, merci pour revenir à votre question, je veux ici la dire gratuité que la gratuité de l'enseignement, c'est déjà un échec. Comment ça? Ben oui. Où est-ce que vous allez trouver de l'argent pour compenser non, vous êtes Congolais, s'il vous plaît, vous êtes Congolais. Vous êtes Congolais. Alors, lorsque vous dites qu'il y a un plan qui aide beaucoup de familles, et puis vous dites que c'est un échec. Alors, voilà, le plan de la gratuité qui aide beaucoup de familles. Non, et lorsque vous dites c'est un échec, vous vous basez sur quoi? Mais je viens de vous dire... Est-ce que les enseignants ne sont pas payés? Est-ce que les enseignants ne sont pas payés? Attendez, ouais, attendez.
le frais de fonctionnement que les écoles doivent recevoir de l'État Oui, chaque mois. du budget. Oui, chaque mois. Les salaires de ces enseignants-là des écoles publiques proviendra également du budget. Ça provient. On est déjà dans l'exécution. Il faut dire que ça provient du budget. S'il vous plaît. Le budget tel que le ministre de Finances l'a démontré devra subir une modification puisque ces chiffres-là ne pourront pas être atteints. Ce qui fait que nous devons, en principe, le Parlement devra procéder aux arbitrages. S'il était prévu, par exemple, que dans le secteur de l'enseignement qu'on disponibilise $1 milliard, on devra revoir le chiffre parce que l'enveloppe globale démontre à suffisance que nous ne serons pas à mesure de mobiliser. D'où le chèque de ces projets-là parce qu'on n'aura pas... Là, vous dites ce qui peut arriver, ce qui pouvait arriver. Non, mais je parle de peu parce que la loi, vous l'aviez dit... Alors aujourd'hui, nous parlons aujourd'hui, on parle 6 mois après. 6 mois après. C'est ça notre question. Mais 6 mois après, déjà selon vous, parce qu'il y a de ces écoles qui, jusqu'à ces jours, n'ont jamais reçu cet argent-là. Quelle école? Les catholiques, jusqu'à aujourd'hui. Quelle école? Je vous ai cité les catholiques. Non, les catholiques, à quelle école? Je ne sais pas si vous suivez les informations ici. Le cardinal Ambongo, on a parlé. Après sa messe, je crois, à Mbandaka, il a dit justement que l'État doit respecter ses engagements. Et les écoles catholiques, ici, pour ton information, ils se préparent justement à sortir encore dans la rue parce que vous ne dites rien. Les promesses, vous ne dites rien jusque-là. Vous voulez entendre ce qui va vous faire plaisir et je suis désolé, je vais dire ce qui est réel pour le peuple congolais. Maître Mongomba, merci beaucoup. Le peuple a compris que nous sommes devant une aventure que le FCC et le cash est en train de nous présenter, puisque que ce soit le plan de la gratuité de l'enseignement, ça ne produit rien. Que ce soit le saut de mouton. Vous ne dites quelle école, vous parlez des écoles catholiques. Quelle école catholique? Je veux vous citer les écoles catholiques. Je prends l'école Motemampico jusqu'aujourd'hui. Motemampico jusqu'aujourd'hui n'a jamais reçu le frais de fonctionnement. Selon vous? Je crois que vous voulez vous faire plaisir et je suis désolé, je suis en train de dire au peuple congolais que M. Félix Tshisekedi n'a fait que de promesses irréalisables, n'a fait que de promesses non atteintes et aujourd'hui nous sommes en train de constater l'incapacité de ces gens qui sont en train de nous gouverner par défi et le peuple doit prendre ses responsabilités. Ça n'engage que vous. Merci à tout le monde d'avoir répondu à notre invitation. Merci Maître Mongomba d'avoir répondu à notre invitation. Alain Bolodjoa et Mathieu Takizala, merci à vous qui nous avez suivis. Restez toujours branchés sur les ondes de Vainqueur Télévision avec ces rendez-vous réplique débat qui est revenu, surtout avec force, il faut rappeler avec force. Merci à mes invités qui se sont disponibilisés pour ces premiers numéros de l'an 2020. Et à la prochaine.